Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Toujours en direct de la Philharmonie de Paris pour Hip Hop 360, l'exposition, je vous la conseille, franchement, c'est beau, c'est tout, il y a beaucoup d'histoires en images, et pas que, il y a des vidéos aussi incroyables avec des concerts de dingue, et là, nous sommes avec Sophie Bramley. Hello. Comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Très bien, je soupire parce que derrière ton histoire, il y a des choses qui ont été très importantes dans ma vie. Il n'y a pas de quoi soupirer quand même. Je soupire, mais de bonheur. Ah bon, tu m'as fait peur. De bonheur. Moi, je vais te dire comment je te connais en tant que quoi, et j'aimerais que tu complètes parce que je sais que j'ai pas toutes les informations. Alors, moi, quand j'entends Sophie Bramley, à un moment, on me dit, c'est elle qui est à la base de UMTV Rap, l'émission. Et moi, UMTV Rap, c'est toute ma vie. Donc, déjà... Une bonne partie de la mienne aussi. Donc voilà, donc déjà, je pense que ça va être un grand moment. Je me trompe pas sur ça? Tu te trompes pas du tout. Très bien. Je vois, en venant à cette exposition, que tu es photographe aussi. Aussi. Et ça, je ne le savais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Tu as d'autres fonctions? J'en ai plein. On va y venir. Ne balance pas tout parce que Rien. Voilà. Je t'attends. Voilà. Donc moi, j'aimerais qu'on commence par le commencement. Et ici, le commencement, c'est ta rencontre avec le hip-hop. Ma rencontre avec le hip-hop, c'était en 1981-82. Je suis partie. J'aime ça. Il y a la précision, il y a les dates. Ça, c'est beau. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui. Parce que ça remonte à il y a très longtemps. Ok. Écoute, j'étais une enfant gâtée parisienne qui en avait déjà marre de Paris. J'avais l'impression que j'avais fait le tour de mon sujet. T'as quel âge à ce moment-là, à peu près? 21 ans. Ah ouais, toi, t'es saoulé de la vie à 21 ans. Ok. À 21 ans, je trouvais que je végétais. Pourtant, je travaillais à Paris. Enfin, j'étais pigiste à Paris Match, à pas mal de journaux comme ça. Donc, t'étais journaliste à ce moment-là? J'étais photographe. Ah, photographe. Ouais. Je me rendais pas compte du tout que c'était une chance inouïe. Je voyais juste que je travaillais pas tous les jours et que du coup, je trouvais que j'avançais pas assez vite. Et sur un petit coup de tête, je suis partie à New York, que je connaissais déjà. J'avais été plusieurs fois. Ouais, je suis obligé de te couper parce que... Coupe. J'ai interviewé Maï Lucas, j'ai interviewé Dan, et maintenant toi, vous me parlez de New York, on dirait que vous allez en Corse. On dirait que c'est à côté. Ouais. Mais comment ça avait l'air aussi facile d'aller à New York à l'époque? C'est bizarre. Alors, j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi. Ouais. Et quand j'étais ado, il habitait à New York. Ah, voilà. Voilà. Okay. Donc, j'ai fait quelques allers-retours. J'avais des copains, j'avais ses copains. Okay. Donc, je me sentais pas perdue. Voilà. Mais je suis quand même partie sur un coup de tête. J'avais pas la moindre idée d'où j'allais habiter, de ce que j'allais faire, de comment j'allais vivre. C'est l'avantage d'avoir 20 ans. Oui, c'est vrai. Il y a toute cette folie et cette insouciance. Ouais. Mais t'avais envie de New York. J'avais envie de changement, et à cette époque-là, New York, j'avais l'impression, mais je crois que c'était pas loin d'être vrai, que c'était l'endroit le plus dingue, quoi. Ouais. Il y avait une créativité folle, il y avait une énergie dingue dans la ville. Voilà, j'avais envie de tout ça. Et les premiers mois, rien de spécial ne s'est passé. Je faisais des photos à droite et à gauche de choses qu'on me demandait de faire, pas passionnantes. Et puis, à un moment donné, j'étais à une fête à Union Square, qui est en bas de Manhattan. Et là, j'ai vu... Alors, j'arrive pas à me souvenir... les New York City Breakers ou le Rocksteady Crew, je sais pas. Mais j'ai rien compris à ce que je voyais. Je n'en revenais pas que le corps humain fasse des trucs pareils. Et j'avais entendu, et vu comme tout le monde, Sugar Hill Gang et Grandmaster Flash. Mais j'avais pas tilté d'une différence, d'une culture, d'une énergie. C'est seulement quand je les ai vus, eux, que tout d'un coup... quelque chose s'est mis en place dans ma tête. En fait, il fallait voir ça. Et j'ai compris la musique à travers la danse. Voilà.
Et du coup, à partir de ce moment-là, une personne m'a aidé à rencontrer une autre personne. Puis, d'un côté, j'avais une copine qui avait une histoire avec Fab Five Freddy. De l'autre, je connaissais Bernard Zecri, qui commençait à faire les disques avec Celluloïd, tout ça. Donc, petit à petit, je suis rentrée dans une communauté qui, à mon avis, à l'époque, devait pas être plus que 300-400 personnes. Donc, tu vois, quand tu restes 4 ans dans un endroit, bah, tu connais tout le monde. Tu finis par connaître tout le monde, ouais. Très bien. Et donc, à ce moment-là, tu vois des choses comme les breakers, tu vois, la danse, tu commences à comprendre la musique et tout. Et toi, à aucun moment, tu te dis, je vais faire. Tu restes spectatrice. Ah bah non, je fais des photos. Je fais des photos, mais très doucement. Oui, mais tu peux prendre des photos de tout, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais là, tu découvres le hip-hop. T'as pas envie de pratiquer? Moi, c'est ça ma question. Alors attends. On veut savoir, en gros, si tu as rappé, dansé, ou tagué, ou c'est ça. 5 secondes et demie dans le générique de HIP-HOP. Je pense que je suis une désastreuse rappeuse. Dans le générique? Oui. La voix qu'on entend? À la fin, on entend... C'est toi qui dis HIP. Je suis dans les chœurs, mais à la fin, on entend dans la photographie, je m'appelle Sophie, mais le dimanche à la boum, c'est Africa Lukum. C'est incroyable. C'était donc toi. C'était moi. Ok, donc tu es une rappeuse. Voilà, t'as fait un classique. Énorme. T'as fait un classique dans ta vie. Énorme, un truc inouï. Avant tout le monde. Ok. Ouais. Les autres disciplines, t'as jamais essayé? Ah non, alors breaker, vraiment pas. Non, rien, j'ai rien essayé. Graffiti, tout. Non. Si, j'ai fait 2 fois. Une fois avec Zéphyr à New York, je l'ai accompagné toute la nuit et je me suis amusée à faire des tags avec des gros marqueurs. Et une autre fois... quoi? Mon nom, comme tout le monde. Allons, Sophie. Attention. Bah ouais. À l'époque, Sophie, ouais. Ou Soph, je crois. Voilà, il y a toujours un petit pseudo. Un petit truc, Soph. Voilà. Et puis, des années plus tard, à Paris, j'ai passé une nuit avec Bando, Scam et Willy des PCB. Ok. Nous avons fait des grandes pièces sous le pont, je sais pas comment il s'appelle, tu sais, dans le 15e, en face de la maison de la radio, là, celui qui relie la maison de la radio. Je vois. Alors, je sais pas le nom du pont, Pont de Grenelle. Pont de Grenelle. Ok. D'ailleurs, j'ai encore les photos. Et on avait passé une bonne nuit de délire là-dessous. Mais c'était une expérience. J'ai toujours la photo de mon grand Loukoum. Eh ouais. C'était devenu ton pseudo? En France, oui. En France, je suis devenue, quand je suis rentrée, donc en 84, par là, je suis devenue Africa Loukoum. Magnifique. Ouais. Et du coup, t'es photographe, t'as l'impression déjà d'être témoin de quelque chose d'énorme. Même si tu me dis, tu rentres dans cette famille, il y a que 400 personnes ou je sais pas quoi, mais t'aimes ce que tu vois, t'as l'impression d'être témoin de quelque chose. Parce que pour penser à photographier tous ces moments-là... Eh ben, je ne pense pas. Mais c'est mon instinct. J'aimais tellement l'énergie de ce truc. Et j'ai dit tout à l'heure que j'étais une petite bourgeoise et je tiens à le dire et à le redire parce que tu sais comment sont les gens. Ah, gna, 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 je me plains de ci, je me plains de ça. Donc, moi, j'étais un peu comme ça. Et je suis arrivée, j'ai vu des gens dans le Bronx, dans un paysage inimaginable de désolation, avec des buildings brûlés, renversés, disparus, machin. Des gens qui habitent dans des HLM, souvent seuls avec leur mère parce que le père s'est barré. Ils sont mineurs, mais ils sont déjà parents de gosses qui vivent ailleurs parce que la mère est aussi mineure que... Tu vois, un espèce de bordel comme ça. Avec une énergie, avec une bonne humeur, avec une envie de rigoler, de faire la fête, de machin. Alors, c'est vrai que la fête, c'est un génial outil pour oublier plein de choses. Mais c'était beaucoup plus que ça. Et donc, j'aurais été obscène de rester avec mes petits problèmes. Et par contre, j'étais fascinée par ce qu'ils avaient mis en place, Bambaataa en particulier, parce que c'était à la fois, je trouvais super naïf, mais spectaculaire de résultats. Déjà ce recul-là, de trouver ça super naïf? Ben oui, parce que c'était un peu... Alors, on va utiliser les énergies négatives des gangs pour faire un truc positif, mettre son énergie à la création. Moi, plus jeune, j'entendais ça, j'y croyais. C'est pour ça que je dis, t'avais un certain recul quand même. Bah, peut-être, je sais pas, je me rends pas compte, mais oui, en tout cas, Mais c'était pas grave ce que je pensais. Ce qui comptait, c'était ce que je voyais. Et c'était ça que j'avais envie de suivre. Parce que leur énergie m'en donnait beaucoup. Et 2, parce que petit à petit, je suis rentrée dedans
comme quelqu'un qui fait un documentaire. C'est-à-dire, c'est mes potes, mais un jour, j'arrive ici avec un appareil photo. Le lendemain, je vais chez eux. Le troisième jour, tu vois, et puis, alors, le plus souvent, j'avais envie de documenter, mais encore une fois, pas tout le temps. D'abord parce que à l'époque, ça coûtait très cher et je gagnais pas d'argent. Je faisais les photos pour personne, tu vois, c'était à fond perdu. Et deux, parce que t'as pas tout le temps envie, tu vois, tu vas faire la fête, faut pas exagérer. Tu là tout le temps avec ton appareil. Voilà. Ouais. Donc, il y a eu quand même des moments où j'avais envie de plus que de la photographie. Donc, des fois, je scénarisais. Tu vois, une fois, j'ai demandé à Futura. On est parti de son studio à Brooklyn. On a pris le métro ensemble. Je lui ai demandé d'aller faire un truc sur un mur. Et puis, on a terminé à la Fun Gallery où il s'apprêtait à faire il avait un vernissage où après, Keith Haring est venu. Et donc, moi, j'ai photographié toute une séquence qui raconte, en gros, la vie de Futura en une journée. Je l'ai jamais montré sous cette forme-là. J'ai fait la même chose avec Mr. Freeze. J'ai fait la même chose avec DST. J'ai fait la même chose avec plein de gens. Mais j'ai jamais exploité la continuité de ces photos. Mais par contre, à un moment donné, en 84, j'ai commencé à faire des allers-retours en France parce que là, et c'était inimaginable, alors que à New York, personne ne voulait entendre parler du hip-hop. Et quand je te dis personne, c'était évidemment pas les Blancs, parce que c'était toujours très raciste, l'Amérique, même si la ségrégation était terminée. Mais c'était pas non plus les Noirs qui devenaient un peu bourgeois, tu vois. Et quand je dis un peu bourgeois, même pas. Parce qu'un chauffeur de taxi noir qui s'arrête pas pour un rappeur, moi, je comprends pas. Mais à l'époque, quelqu'un qui était dans la rue en basket et jogging, c'était une Kaira. Donc, ils avaient peur, ils s'arrêtaient pas. Ce truc-là, quand tu débarques d'un autre pays, tu peux pas le comprendre. Surtout d'Europe. Ces choses-là étaient incompréhensibles. Et puis ici, je viens une fois ou deux en passant, et Sydney, à ce moment-là, avait commencé Radio 7 depuis un moment, et je comprenais rien. C'est-à-dire, ici, c'était plutôt salué comme un truc par les branchés. À New York, il y avait vaguement quelques punks, quoi. Tu vois, parce que les punks comprenaient qu'il y avait un lien entre les deux cultures, de gens rejetés, trouvant un salut dans la création. Mais ici, c'était assez spectaculaire que, grâce à Actuel, le magazine, il y a eu un tremplin aussi dingue. On remerciera jamais assez Jean-François Bizot d'avoir fait... Je ne sais pas si tu connais l'histoire de comment tout ça est arrivé en France. J'ai entendu différentes versions. Ouais, mais celle que Fafa et Freddy m'a racontée, en tout cas, c'était que un jour, il a reçu un appel d'un Italien qui était, je crois, un homme d'affaires, mais qui avait une galerie à Rome, qui a tout de suite compris en 79, ce qui est quand même très tôt, qui avait un intérêt à ce qui se passait dans les rues de New York, ces graffitis qu'il voyait apparaître. Et il a fini par demander à Lee et à Freddy de faire des tableaux donc sur de la toile, ce que personne n'avait fait, personne n'y avait pensé, etc. Et ils ont eu une expo, alors je ne sais plus exactement quelle année, je pense en 81, à Rome. En 81, il y avait déjà une exposition de graffiti à Rome. Ouais. Et la très bonne librairie du Grand Jeu, d'ailleurs, a le catalogue de l'exposition, signé par Lee et par Freddy. Je dis, ça m'a impressionné de voir ça. Et donc, Freddy est à Rome. Il parle avec David Byrne des Talking Heads, qui lui est à Paris, et qui lui dit, tu sais, j'ai rencontré un mec qui a un canard, je lui ai parlé de ta culture naissante, ça l'intéresse vachement, viens à Paris. Freddy est venu à Paris, a rencontré Jean-François Bizot, et Bizot lui a dit, OK, ton histoire de toute cette culture est super intéressante, je vais t'envoyer une journaliste. Et Elisabeth Day est partie à New York et a passé un long moment à rencontrer tout le monde grâce à Freddy et à faire un grand papier là-dessus. À la suite de quoi, Massadian, Zécry, toute une bande de gens autour de Jean-François Bizot ont commencé à voir grand. Mais à New York, personne ne voyait grand comme ça. C'est ça. Donc c'est l'Europe qui a plus cru en ce mouvement américain que les Américains eux-mêmes. Mais oui, parce que à l'époque... Merci à ce monsieur italien. Incroyable.
À l'époque, à New York, il y avait plein de petits labels indépendants, Ouais. mais tout le monde ne faisait que des maxi. Ouais. Il n'y avait pas d'album. Moi, je connaissais des gens de maison de disques qui me disaient « Oh là là, non, il n'y a pas de carrière, c'est que des Ça va pas 45 durer. tours, machin, ça va pas durer. » Alors, évidemment, il y avait quelques génies visionnaires comme Russell Simmons, qui Ouais. était le patron de Def Jam avec Rick Rubin. Mais dans l'ensemble, tu vois, Après, lui, il était dedans. il était dedans. C'est ça, c'est différent. Bien sûr. Mais il n'y avait pas de gens visionnaires C'est qui ça. se disaient C'est c'est le une nouveau culture truc. naissante. Ouais. Voilà, ça, non. Soit tu étais dedans et tu faisais Voilà. autant que tu pouvais, Mhm. soit rien. Après, il y avait effectivement des gens, mais les artistes, c'est toujours beaucoup plus ouvert. David Byrne, Madonna, tu vois, il y a eu des gens qui voyaient des choses et qui comprenaient que c'était important. Ouais. Mais ça devenait pas mainstream. C'est vraiment passé Par par l'Europe. l'Europe et surtout par la France. Alors, justement, Yo MTV Rap. Ouais. Alors avant Comment Yo MTV Rap, attends, tu vas trop vite. Ah. C'est que donc en 84, moi j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les deux pays parce que tout d'un coup j'avais plus de travail en Europe. Enfin, je dis plus de travail, j'en avais toujours zéro aux États-Unis Ok. et je commençais enfin à en avoir un peu ici. Uh-huh. Et donc il y a eu l'aventure en plus de la photographie avec Sydney autour de HIP, HOP. On a fait un bouquin ensemble, j'ai participé à l'émission, Mhm. j'ai fait le logo. Quand tu dis que tu as fait le logo, tu étais déjà graphiste. Mais j'ai fait une école d'art. J'ai Ah oui, appris. Ouais. tu touches à tout dedans. Oui, je Ok. touche à tout. Je Voilà. touche beaucoup à tout. Ouais. Il paraît que c'est un défaut, mais je m'en fous. Et donc, il y a eu l'émission. Officiellement, j'étais directrice artistique, mais vraiment de pas grand-chose. Mhm. En fait, on était quand même tous des gosses qui jouions à faire de la télé. Hein, donc, c'était un truc. Vous étiez sur TF1 quand même. Mais c'était sur TF1. Gloire à Marie-France Brière qui s'est battue pour que cette chose existe. À des horaires incroyables quand même, on réalise Dimanche, pas. à l'heure du déjeuner, c'est un truc de fou. C'est fou. Et voilà, Laurence Soutou qui produisait. Et c'est à nouveau, j'ai quitté ma famille new-yorkaise pour ma famille française qui Ouais. c'était pareil, quoi. On était tout le temps tous ensemble, on déconnait. Et toi, tu fais un truc là, et toi, tu fais un truc ici. Tu vois. Ok. Et puis, l'émission s'est arrêtée au bout de 8 mois. Mhm. De là, j'ai toujours en continuant à faire des photos, j'ai continué à faire de la télé. J'ai travaillé à Sex Machine, aux Enfants du Rock, Ok. avec Manœuvre. Et là, alors moi, je m'en souviens pas, mais c'est eux qui me l'ont dit. J'ai amené Run DMC et je Donc toi, tu j'aurais ramènes amené- Run DMC, mais tu t'en souviens pas. Non. Moi, je me souviens Mais qu'est-ce de qu'on va rien. faire de toi Parce que si j'ai pas fait de photos, je me Tu souviens te pas. souviens pas, toi, tout passe par la photo. Ouais. Mais c'est Run DMC quand même. C'est Run DMC quand même. Bah ouais. Bah je sais pas, j'ai une case en moins. Mais en tout cas, donc ils m'ont Tu les dit as que je ramenés à Sex les ai Machine. initiés à cette culture. Ok. Ensuite, il y a eu une chaîne de télé musicale qui n'a pas fait long feu en France, qui s'appelait TV6. Je me rappelle. Voilà, où j'ai aussi... avec une chanson incroyable. C'était quoi? TV6, 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 oh là 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 là. Je me rappelle C'est très vrai, bien. t'as raison, oui, j'avais oui, oui. oublié. Je suis la mémoire de ce Ah genre là de là, t'es trop choses. fort. Donc, J'avais oublié. Donc, il y a Ok. eu ça. Et puis, Chirac devient Premier ministre. Ça lui plaît pas du tout. Il a d'autres copains à remercier. Tac, il ferme TV6. mhm. Et le soir même, je rentre chez moi. Mais vraiment, le dernier soir où on aimait, je rentre chez moi et j'écoute mon répondeur. Et j'ai un message de MTV aux États-Unis qui me dit « On va monter une antenne en Europe. Est-ce que vous voulez venir travailler ?» Ok. Donc là, pour moi, c'était énorme, quoi. MTV oui. qui m'appelle, je tombe de ma chaise. Au moment où TV6 se termine. Ouais, un MTV, timing voilà. inouï. Mais enfin, TV6 ne sera pas terminé, je crois que j'aurais été aussi. Ouais. Et donc, je suis partie à Londres. Mais à cette enfin, tu vois, on m'a demandé de venir faire des trucs, mais sans me parler de rap. Ouais. Évidemment, c'était clair dans mon CV que j'avais passé beaucoup de temps dans le rap. Mhm. Et donc, quand je suis arrivée à Londres, la fille géniale qui dirigeait l'antenne m'a dit « Mais écoute, t'as un tel passé dans le rap, vas-y, fais une émission. » Et j'ai dit « Non, mais vous passez même pas les clips de Michael Jackson, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et elle m'a dit « Non, non, ça c'est l'Amérique, nous on est en Europe, ici il n'y a pas les mêmes problèmes, vas-y. Ah. » Et donc, moi je suis partie à Londres en juin. Pendant l'été,
Public Enemy a sorti Yo Bum Rush The Show. Premier album. J'ai passé l'été en boucle à l'écouter. Ouais. Et quand à la rentrée, mon émission a démarré, je me suis pas posé de questions. Je l'ai directement appelé Yo. Ah, c'est par rapport à cet album de Public Enemy. C'est par rapport à l'album. Ok. Et un des premiers que j'ai appelé, parce que j'en revenais pas quand même de faire ça, c'était Freddy qui, lui, est tombé de sa chaise et m'a dit « Non, mais tu déconnes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis ?» Mais j'ai besoin de savoir. Vas-y. Là, à ce moment-là, t'appelles Fab Five Freddy parce que tu le connais déjà de tes voyages new-yorkais. De ma vie là-bas. Mais lui, il travaille déjà sur MTV ou pas? Non, pas Donc du toi, tout. t'es sur MTV avant Five Five Freddy? 1 an avant. C'est incroyable. Ouais. Ok. Donc là, tu l'appelles pour lui annoncer la nouvelle que tu travailles pour MTV, qui ouvre une antenne en Europe. Donc c'est MTV Europe, on va dire. Ouais. Ça se passe à Londres. Le premier artiste que j'ai reçu, la chance faisait qu'il était à Londres pour faire un concert, c'était Bambaataa. Ok. Je raconte à Freddy qui me dit « Non mais tu déconnes, comment t'as appelé l'émission ?» Je dis « Yo ». Il me dit « C'est pas possible, tu dis pas Yo sur MTV ». Je dis « Si ». Mais alors comment tu commences l'émission ? Ah ben je dis « Yo, what's up ?» Et là, il transpire à grosses gouttes, il comprend plus rien au film. Et 1 an plus tard, alors à force, moi, de pousser les Américains, parce qu'il y a quand même un truc surréaliste à l'Europe ayant une émission de rap, mais pas l'Amérique, mais aussi 2 mecs d'MTV à New York qui poussent pour la même chose. Et donc, ils ont repris le nom qu'ils ont complété par MTV Raps. Et Freddy a donc commencé à le faire, lui en hebdo, et puis Ed Lover et Dr. Dre un peu plus tard en quotidien. Mais moi, je continuais à faire ma version qui était différente dans le sens où non seulement je recevais des artistes américains, mais aussi plein d'artistes européens, les Anglais bien sûr, mais à l'époque il y avait en Hollande un groupe que j'adorais qui s'appelle Urban Dance Squad, des artistes français, des artistes espagnols, tu vois. Il y a qui comme français? Eh ben Didier et NTM. NTM, ouais. Et tu les as fait où? À Londres ou à Paris? Alors, il faudrait demander à Franck Chevalier, parce que c'était avec lui que j'avais fait ça. Je me souviens, le truc qui me fascinait, c'était qu'ils étaient habillés en Jean-Paul Gaultier. J'avais pas tout compris de ce qui s'était passé. C'était cette époque, cette fameuse époque. Voilà. Sinon, j'ai eu des tonnes d'artistes, et puis surtout, j'ai eu une liberté pour travailler qui était exceptionnalissime, parce que derrière toi, on voit que je suis là avec... Jeff and Fresh Prince, Will Smith, pour les intimes. Il y a un autre extrait avec NWA. Avec NWA. J'ai failli mourir quand j'ai vu ça. Voilà, moi j'ai juste dit à chaque fois que je voulais voyager, il y a un truc à New York, il y a un truc à Los Angeles, machin, je veux y aller. On me disait, oui, tiens, un billet d'avion, tiens de l'argent, vas-y. Donc c'était un truc de fou. NWA, tu l'as fait à Los Angeles. Il me semble que c'est à Venice Beach, non? Ouais, absolument. Incroyable. Et mais pendant 4 ans, j'ai fait tout le monde. Ah oui, que j'ai toujours. Ah, très bien. Ouais. Et c'était comment cette interview des NWA? Parce que c'est quand même une période où c'est le groupe sulfureux de la West Coast et tout ça. Ouais. Écoute, moi, je me suis super bien entendue avec eux, mais j'ai aussi beaucoup rigolé parce que... Ça a l'air d'être des joyeux lurons. Ouais. Mais j'avais une assistante là-bas et l'équipe était en train d'installer les caméras, le machin, etc. Et eux étaient en train de parler juste à côté de nous. Et elle et moi, on était dingues de leur album. Et donc, on n'arrêtait pas. Et à un moment donné, Yo, Easy, we wanna fuck you. Yeah, I wanna fuck you too. Et là, Easy s'est retourné en disant, non, mais ça va pas, les filles, là. Vous pouvez pas dire des trucs pareils. Il était choqué. Ouais, super choqué. Alors que c'est ses textes, c'est ses paroles. C'est exactement ce qu'on lui a dit. Non, mais mec, tu déconnes, c'est toi. Ah oui, mais non, des filles bien, on pouvait pas dire ça. Non, mais ça va pas, non. Bah déjà, Easy a décidé. Voilà, tiens, regarde. Easy a décidé que vous étiez des filles bien. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est vrai. Lui qui rappelait souvent bitch is a bitch, blablabla. Ouais, mais en fait, en réalité, voilà, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu du marketing, ce truc de gangster rap, et aussi dans la misogynie de cette époque-là. Ouais. Il la poussait au maximum. En fait, c'était les groupies, tu vois, qui étaient plutôt maltraités. Parce que ou c'était du marketing, ou les deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, je les voyais pas trop mal se conduire avec les filles qui respectaient. Par contre, on oublie que quand même les groupies avant, c'était des filles qui jetaient leurs culottes sur scène. Et donc ça continue. Elles montrent leur sein aujourd'hui. Tant mieux. Voilà. Bon, c'est aux États-Unis surtout. Je reviens sur ce Yo MTV Rap parce que
Moi, j'ai eu la chance j'en parle souvent dans des interviews, dans mon podcast, j'ai eu la chance d'avoir un ami de mon père qui était un bon bricoleur, qui s'intéressait à des trucs dont nous, on s'intéressait pas dans le début des années 90. Et il a touché 2-3 fils chez nous. Et on a eu MTV. Cool. Mais genre en 1991, un truc comme ça. Génial. Voilà. Et du coup, j'ai fait vraiment ma culture de rap américain à travers Yo MTV Rap. Et c'est pour ça que Ed Lover, Dr. Dre, Fab Five Freddy, T-Money, j'ai l'impression que c'est des gens de ma famille. J'ai l'impression de les connaître. Ce sont vraiment, des gens de ta famille. parce que c'était quand même une quotidienne. Et ça, c'est fou, ça. C'est dingue. Il me semble que MCM l'a fait en France avec Blabla Rap, avec le Parano Refrain. Il me semble que c'était une quotidienne, c'est ça. Mais c'était après. Mais imaginez du rap tous les jours. Voir des nouveautés, voir des interviews, c'était la folie. Donc moi, je ne ratais jamais. Genre, avec mon frère, on enregistrait des cassettes vidéo et on les faisait tourner dans notre quartier. Et voilà. Et c'était toute une éducation, en fait. Et de savoir plus tard que c'est une Française qui a lancé tout ça, tu peux pas imaginer comment j'étais choqué, content, touché. Je me disais, mais qui est cette personne? Pourquoi? Comment? Et là, quand tu me racontes ça clairement, je comprends en fait tout. C'est complètement dingue et c'est pour ça quand tu me dis que t'appelles Fab Five Freddy pour lui dire je travaille sur MTV, j'ai une émission et que je comprends donc que t'étais là avant lui, ça me choque parce que Fab Five Freddy nous c'était tous les samedis. Tous les samedis il était dans mon salon pour moi. Voilà, et c'est fou et de savoir parce que moi que j'ai arrêté en 91 donc quand toi t'as commencé à regarder c'est le moment où je suis rentrée en France. T'as fini. OK. Et justement quand tu rentres en France, c'est là que j'entends ton nom pour la première fois en fait. Ah ouais? Mais c'est complètement différent. Moi, je suis déjà rappeur à ce moment-là. J'enregistre mes premières démos. C'est marrant, cette démo en question, je l'enregistre dans le studio de Dan, de Tika, à qui on parlait tout à l'heure. Énorme. Voilà. Et je me souviens, moi, dans ce studio, j'ai rencontré DJ Mehdi, qui allait devenir, qui était déjà Ideal J à ce moment-là, DJ Ideal J. Et avec qui je m'entendais très bien, on travaillait ensemble, on faisait des musiques et tout. Et à un moment, quand j'ai eu une démo assez solide, selon moi, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que j'aille en maison de disques proposer ma musique. Et là, Mehdi me dit, je vais te faire une liste de tous les gens de maison de disques que tu dois aller voir. Et ton nom était dedans. Ah bon? Oui. Mais t'es pas venu me voir? J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas réussi à obtenir de rendez-vous. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi, comment, mais je me rappelle de ton nom dans une liste de 8 à 10 personnes que Mehdi m'avait donné. Ah, génial. Et ça fait que, moi, quand plus tard, j'apprends que t'as bossé sur Yo MTV Rap, je me dis, mais c'est la fille de maison de disques. Alors que c'était dans l'autre sens, en fait. T'es d'abord Yo MTV Rap. Et après, Donc, tu peux me raconter un peu ce retour en France pour toi? Alors, écoute, à un moment donné, donc, j'ai fait l'émission de octobre 87 à décembre 90. Ah, quand même. Et en décembre 90, on m'a dit, finalement, on arrête ton émission, c'est con de le faire en double, l'émission américaine suffit. Ce qui me foutait doublement les boules. 1, parce que le rap européen, quick. Et 2, parce que, et je sais, en tout cas, les labels anglais, ça a été terrible pour eux. Terrible. Et 2, bonjour la reconnaissance, merci de me remercier comme ça. Donc, ils m'ont trouvé d'autres postes pour m'occuper et j'ai essayé 1 mois ou 2 et après, j'avais trop les boules. Je me suis dit, allez vous faire foutre, je m'en vais. Donc, je suis rentrée en France. J'avais absolument pas l'intention de travailler dans une maison de disques, mais je pouvais plus faire de télévision parce que tu peux pas avoir roulé en Rolls-Royce et tout d'un coup, on te dit, tiens, 1 2 chevaux, ça va te suffire. Voilà. Et donc, je savais que, j'allais plus pouvoir faire ça. Il fallait que je trouve autre chose. Donc, je me suis dit, bon, j'avais un cousin qui était patron d'un label, qui m'a dit, moi, ça m'intéresse de travailler avec toi. Je me suis dit, très bien, je vais faire ça pendant 6 mois, 1 an. Je vais trouver ce que je veux faire. Mais je suis restée 15 ans. OK. Je suis restée 15 ans. Mais après, j'ai tout le temps changé. Mais une des premières choses que j'ai fait, c'était de m'occuper d'Assassin. OK. En tant que? Alors, j'avais un poste de soi-disant directeur marketing. Moi, je ne sais pas compter jusqu'à 3. Donc, en réalité, je faisais ça je dépensais de l'argent plutôt. Et je m'occupais de tout ce qui était l'autre côté de l'artistique. C'est-à-dire, dans une maison de disques, quand on dit directeur artistique, on pense au son. Moi, ma formation,
de départ, c'est photographe et directeur artistique côté image. Ouais. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Quoique Assassin était très autonome, mais bon, je les ai quand même aidés sur plein de trucs. J'étais trop contente de retrouver Solo. Après, c'était beaucoup plus difficile avec Squat. Et du coup, je crois qu'on a uniquement fait de mémoire le premier EP avec Note mon nom sur ta liste. Note mon nom sur ta liste. Maxi. Et puis un petit peu plus tard, je me suis occupée de la Clica. Ok. Alors, je me suis occupée d'autres gens aussi. Et puis à un moment donné, j'ai bifurqué complètement, toujours chez Universal. Mais en 94, Internet m'a fait le même effet que le hip-hop. Ok. Et j'ai emmerdé Pascal Nègre, qui était le patron à l'époque, pendant assez longtemps pour qu'il me donne ce que je voulais. Et j'ai monté tout le département Internet d'Universal pour les artistes, pour la vente en ligne, pour, je sais pas, voilà, j'ai fait... T'as été visionnaire sur Internet, t'as senti que ça allait être le truc. Bah, j'adorais ça, mais ça, tu sais quoi, c'est la même chose que le hip-hop. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu vois arriver un ovni qui est capable de faire des choses que personne d'autre n'a fait et qui apporte des solutions. Le hip-hop, clairement, c'est une solution pour sortir du ghetto et changer la vie des gens. Et Internet aussi. Tu sors de chez toi, tu voyages dans le monde entier, tu changes d'idée, voilà. Donc, ça me plaisait vachement. Et donc, ça m'a un peu éloignée professionnellement et de la photographie. Et même la photographie j'avais plus tellement de temps dans cette période-là. Alors, j'en faisais à titre privé, mais pas professionnel. Et j'écoutais toujours du rap, évidemment, mais je veux dire, j'étais plus active. Et puis, je me suis encore plus éloignée quand c'était en 2006, 2007, par là. Le piratage avait fait que tout d'un coup, tout le monde disait il faut que le digital rapporte de l'argent. Ouais, vous êtes marrant, mais enfin, il y a le piratage en face, alors moi, je fais quoi ? Du coup, c'est devenu politique, c'est devenu chiffre d'affaires. Moi, la partie créative était en train ça t'intéressait plus, de disparaître. Par ailleurs, il y avait 2 salopards qui voulaient mon poste. Et donc, je me suis dit, je vais pas me battre contre eux. Qui prennent. Prenez-le, t'es parti. T'as drop le mic et t'as dit prenez. Ouais, parce qu'après, moi, j'ai eu encore un choc qui m'a fait bifurquer une énième fois. C'est que, à l'époque, le piratage faisait que je surveillais, tous les mois, il y avait des classements de mots-clés. Qu'est-ce que les gens cherchent le plus dans les moteurs de recherche. Mais t'es vraiment une geek. Tu regardes le classement des mots-clés. Ouais. Quand même. Ça faisait partie de mon job, Quand même, mec, je vois le sourire que t'as quand tu dis ça. Je pense que tu prenais du plaisir à regarder le classement des mots-clés. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, dis-nous tout. Et il y avait 2 mots. Il y avait un mois sexe qui était en premier, l'autre mois MP3, et inversement. Et donc, c'était clairement les 2 sujets phares de l'Internet. Et un jour, je cherchais quelque chose à propos de la sexualité féminine, et là, je m'aperçois que ça n'existe pas. Donc, tu as 50% de l'Internet, en gros, qui porte sur la sexualité, mais c'est que pour les hommes. Je suis partie dans une autre aventure de sexualité féminine. J'ai monté un site, j'ai tourné C'était quoi tout ça ? Explique-moi bien. On sort du cadre du rap, là. Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a Joey Starr qui revient. Tu vas voir. Voilà, c'est toujours bien. Donc, mon principe, c'était de dire, OK, les femmes n'aiment pas la pornographie parce qu'elles trouvent que ça ne répond pas à leurs attentes. C'est clairement fait par des hommes pour les hommes. Voilà. Mais on ne va pas rester les bras croisés à dormir. Il faut autre chose. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai un autre langage, que j'ai une autre esthétique, que je reste dans des valeurs qu'elles aiment bien. Qu'il y ait beaucoup de discours qui les aident. Donc, j'avais des très, très bonnes journalistes qui ont compris ce qu'on faisait et qui ont raconté plein d'histoires, que ce soit historique ou pas, peu importe, ou pratique, mais qui étaient faites avec, capacité à ouvrir les esprits des gens. Je me suis mise à produire des films X pour femmes. Incroyable. Ouais. Quel parcours. Et pareil, j'ai pris plein de livres de grands classiques de la littérature érotique, que ça soit des œuvres de grands auteurs français connus, je sais pas, Apollinaire, il y en a eu des tonnes. Et j'ai pris des extraits très chauds que j'ai demandé à des gens connus de lire. Dont Didier, qui est venu lire les 11 000 verges d'Apollinaire, dans un passage qui me faisait hurler de rire, parce que c'était des
des flics et des voyous qui baisaient des putes ensemble. Voilà, ça me faisait rire. Magnifique. Et Juste pour ma culture personnelle, je t'en prie. ça donne quoi un film X pour les femmes, en fait? Qu'est-ce qui change? C'était le même raisonnement que sur le site, qui lui existe toujours, mais sans partie commerciale, secondsex.com. C'était l'idée qu'il fallait qu'il y ait une esthétique, qu'il y ait une histoire qui parle aux femmes et que la caméra s'intéresse au désir féminin et non pas à la jouissance masculine. J'ai tout compris. Comme je voulais que les femmes soient attentives à ça, j'ai appelé plein d'artistes connus. Donc j'ai fait des films avec Ariel Dombal, avec Laetitia Masson, avec je sais pas, franchement j'ai appelé plein de gens. Ça a fonctionné? Ça a très très bien fonctionné, super bien. Super. Mais je travaillais beaucoup trop. Je travaillais 20 heures par jour, 6 jours par semaine. Et puis un jour, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Et ma cousine était là-bas et elle est morte. Wow. Et du coup, ça a été le moment que mon corps a choisi pour dire stop. On arrête tout. Ok. Et voilà. Et là, j'ai plié boutique et je suis repartie dans la musique et l'image. En fait, En France ou en France, en France. J'ai commencé par produire une série documentaire pour Arte qui résumait bien mes obsessions. Ça s'appelait Sexe et musique. Magnifique. Et voilà, je suis repartie sur mes passions initiales. J'aimerais qu'on regarde un peu les photos qui sont là. Regardons. Et que tu me... Il y en a d'autres là-bas, hein. Là-bas, il y a l'Amérique. On va aller alors. La Grange Jaubel. Ça, c'est la Grange Jaubel. Oui. Alors, ça, c'est DJ Chabin. C'est DJ Chabin. Incroyable dans une jeunesse avec une coiffure digne d'un footballeur brésilien des années 80. Ouais. Magnifique. Mais ça, j'ai un doute, c'est Soupa John? Alors ça, je sais pas te dire. Il me semble que c'est lui, mais jeune comme ça. Si, c'est lui. Ah ouais, tu Incroyable. crois? Il a la même tête aujourd'hui, c'est ça qui est fou. Ah dingue. Et grand artiste de reggae dancehall. Ouais. Voilà. Ah bah tu Donc, vois, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas que c'était lui. Mais je crois que j'ai photographié beaucoup de gens qui, à l'époque, sont devenus parce tard. que si tu regardes sur cette photo-là, lui c'est un des Royal French Breakers. Lui, je me souviens plus de son nom, Blaise, je crois, qui était un proche de Sydney. Mais là-dedans, il y a les requins. Ok. Tu vois, il y a du monde. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Et tout ça ici, c'est la France, on est d'accord. Hein. Ce mur, tout ça, c'est en France. Parce que quand je regarde cette photo, j'ai l'impression qu'on est à New York. Eh ben, on est en France. On est à la Grange Jaubel, sur l'estrade. C'est fou, ça. Et DJ Chabin est juste là. Ok. Et le truc qui me choque sur cette photo, c'est que tu puisses rentrer en boîte de nuit avec ce look-là, alors que 10 ans plus tard, on est sur Terre, on est censé évoluer. Ouais. Tu venais avec un look comme ça, on te refusait l'entrée des boîtes de nuit. Ah ouais? C'est complètement Mais ça, parce fou. que c'était aussi... C'est un peu comme HIP-HOP. C'est un truc bon enfant l'après-midi, avec, en réalité, seulement un quart d'heure de hip-hop toutes les heures. Ça change de musique. Oui, parce que tu vois, regarde, si tu vois cette photo-là, ils sont plutôt en train de faire, je sais pas, on dirait qu'ils sont les uns derrière les autres à la queue leu-leu. Ouais. J'ai d'autres photos où les couples dansent des slow. C'était pas que hip-hop. Et encore une fois, c'était l'après-midi, donc bon enfant. Ouais, mais là, il y a un slow, là, sur cette photo-là. Ouais. Avec un survêtement Challenger qui me rappelle des souvenirs. Mais oui. On est où, là? Qui sont Ici, ces gens? on est au C'est bain Farfar douche. Freddy? Oui, mais avec Solo? Il y a B-Side qui était sur la face B de. Oui, tu sais du quand t'as morceau dit de... le Ouais. fresh, ça Elle- c'est elle. C'est elle qui rappe en français. C'est elle qui rappe en français, Ouais, mais voilà. DST avait repris le moment où elle dit c'est fresh. Ok. Et qui est devenu le truc le plus samplé, en tout cas Et pendant scratché, des années. Donc, ils jouent tous les deux, ils interprètent ce titre, Freddy et B-Side. Et puis, il y a un Colo au platine et Solo qui est sur scène, j'imagine, qui dansait. Je me souviens plus très bien. Avec ce survêtement incroyable. Ouais. Magnifique. Ah bah à l'époque, Solo, Adidas était Et sponsor. Solo, c'est le style. C'est le style incarné. Voilà. Et Incroyable. là, on est backstage, toujours au bain-douche. Mais on se croira à Cuba sur cette photo. Bah ouais, mais on est backstage dans la loge et il y a un Colo au platine. Et alors Freddy, au micro, qui rappait tranquillement assis, loin derrière son public. Très loin. C'est fou, ça. Voilà, ça c'est aussi
Solo Ah ouais. en train de breaker au bain-douche. Solo a eu cette coiffure. Ouais. Ok. Et au-dessus, Milton des Royal French Breakers. Mhm. Là, je pense que moi, c'est la seule fois où j'ai vu les PCB au complet, Ok. au fil one. Parce que tu vois, il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, Bouddha, Qui qui a était l'air tout très petit. jeune. Ouais, tout petit. Et donc là, toi, tu viens, t'es en boîte de nuit, tu sais qu'il y a des soirées ou des après-midi, tu viens, t'es avec ton appareil photo. Ouais. Au Ouais. cas où. La Grange Obel, apparemment, j'ai été la seule. Il paraît que c'était interdit de faire des photos. Ah. Personne n'a rien osé me dire. Mais oui, après, j'allais partout avec eux et je photographiais tout. Là, Ça, on c'est est sur le l'émission plateau de HIP HIP avec Bougalou Shrimp et Shabadou. C'est fou quand je regarde aujourd'hui cette photo et je repense à ce que je voyais de mes yeux de petit garçon. Ça avait l'air beaucoup plus beau, le plateau, Ah ouais? quand j'étais petit, qu'aujourd'hui où je vois que c'est très simple. Ah oui, c'était très basique. Ouais. C'est fou. Très Mais il bien. y avait quand même 3 grands tableaux de Futura. Je les vois. Donc c'est un petit peu de luxe. Ouais. Et là, on est avec Sydney et les Rocksteady Crew à Cannes. Ok. C'était la sortie du film Beat Street. Ils Ok. étaient venus faire la promo. Ils sont venus faire la promo en France. Ouais, J'étais tout petit. Beat Street, c'est sorti au cinéma en France? ouais, C'est fou, ça. ouais. Et donc, il y a eu une émission spéciale d'HIP-HOP sur le film. Ok. Bambata était venu. Ouais, il y a eu Ouais. pas mal de monde qui était venu pour la promo Bah, du film. Et Madonna, là, dans Madonna. l'émission HIP HOP. Ouais. Et de ce que j'ai compris, c'est pas une période où elle était très très invitée à la télévision ici en France. Ah non, pas du tout. Voilà. Mais Elle ça, est venue par la petite porte et tout ça. Ouais, elle avait pas sorti d'album encore, si Ouais. ma mémoire est bonne. Hein. Elle avait quelques singles et basta. Mhm. C'est fou, ça. Mm. Ça, je me rappelle très bien avoir vu cette émission. Alors là, c'est B-Side avec Bernard Fowler, qui Qui était... est-il? Alors, il avait fait ce titre qui s'appelle New York City Beach Boys, tu te souviens You are in my system. Je me souviens plus très bien, je change Je sais très faux. plus. C'était un disque génial. Ok. Il a travaillé avec Celluloid sur pas mal de trucs et il a fait un rap en français pour le marché français avec B-Side qui Ok. s'appelait Odéon. Non, je dis non, je descends à Odéon. Mais c'était quoi cette mode de rapper en français pour ces Américains? Non, C'est mais en bizarre. fait, c'était Bernard Zécry et Jean Qui Caracos qui qui, était avait le derrière. label Celluloid et qui se disait ça décolle en France, faisons des produits pour la France. Ok. Si on peut aller voir ce qui se passe du côté Retournons en Amérique. des Américains. Ouais. La grande photo, c'est toi aussi. La grande photo, c'est moi. C'est Africa Islam au Roxy juste avant de monter, prendre son tour au platine. Africa Islam. Dans un look de dingue. Africa Je l'ai Islam. beaucoup écouté en tant que beatmaker Ouais. parce que je suis un grand fan d'Ice-T et Ouais. qu'il a beaucoup travaillé Il a beaucoup avec produit Ice-T. Ice-T, ouais. Donc c'est incroyable. Et c'est quoi son lien avec Africa Bambaataa? Il était dans l'équipe. Il y a Ouais. autour de le vendredi soir, puis vendredi et samedi au Roxy, il y avait Bambaataa, DST, Jazzy J, Red Alert et Islam. Ok. Voilà. Et là, est-ce que tu sais avec qui il est en train de parler? Pas du tout. Est-ce Qui que sont ces Rick personnes? Rubin, ça te dit quelque C'est Rick chose? Rubin, là? Oui. Ah non, mais moi je le connais qu'avec les grands cheveux. Ben voilà. Et là, il était tout jeune, tout bébé. Incroyable. Ah ouais, non, j'aurais jamais reconnu. Je peux pas le reconnaître. Eric, je vais te raconter pour la petite histoire comment je l'ai rencontré parce que c'était drôle. Un jour, j'étais à Brooklyn, dans le Bronx, je sais plus, et un type avait un ghetto blaster et il écoutait un titre qui m'a rendu dingue. Et je lui dis, écoute, je veux ce titre. Et il m'a dit, non, c'est pas sorti, c'est juste... Et je sais pas par quelle chance ce type, des mois plus tard, m'a rappelé en me disant, écoute, le titre est sorti, va voir ce bonhomme, il va te donner un vinyle. Et j'arrive à NYU, dans la chambre à coucher d'un étudiant, dans lequel il y a plein de vinyles par terre. Et c'est Rick Rubin qui démarre le label Def Jam. Def Jam, ok. Avec Russell Simmons. Et c'était quoi le titre, le morceau? Cookie Puss, Beastie Boys. Ok, tout simplement. Ouais. C'est fou. Ah ouais, j'ai adoré les Beastie Alors Boys. là, je reconnais DJ Red Alert. Ouais, Voilà, à avec droite. Jazzy J, Uh-huh. Africa Bambaataa Bata. et Herbie Hancock. Ok. Ces lunettes qui sont revenues à la mode. Ah, la d'Herbie Casale, Hancock, la ah, j'adore. Casale, très important. J'adore. Très important. Ici, c'est Mr. Freeze Freeze. en bas de chez lui.
Mais toi, tu t'allais en bas de chez Mr. Freeze, c'est dans Moi, le Bronx. j'allais chez tout le monde. Et Ça veut j'ai fait dire beaucoup que de photos chez les gens. Tout à l'heure, tu m'as dit, oui, je suis une enfant gâtée, tout ça. Et t'allais dans le Bronx, normal comme ça. Normal comme ça. Tu te sentais pas en danger du tout. Non. C'est beau. Non, C'est très beau. parce que j'y allais pas seule. Ouais, J'étais t'étais pas avec les bonnes personnes. J'étais pas Mais t'avais cinglée. confiance. Ben, j'étais toujours avec l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui Ouais. allait m'arriver? Non. Ok. En plus, tu vois, j'ai une peau qui est très pratique. Je suis pas blanche, je suis pas noire. Mhm. Je passe partout. Ta peau s'adapte. Ouais, elle Voilà. s'adapte à toutes les situations. C'est ça. Là, Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah là, on a du show. Là, on est au Bronx River Center, qui était un espèce de gymnase municipal où Bambaataa faisait régulièrement des block parties, surtout le 11 novembre pour l'anniversaire de la nation Zoulou. Mhm. Et là, c'est en extérieur. Donc, pendant l'été, il y a ici, on ne voit que son bras, mais c'est Jazzy J, Ok. Bambaataa, Grand Mixeur DST, Mhm. Cool DJ Herc Mhm. et Shaim, qui était un rappeur de Grand Mixeur DST. Ok. Donc, il y a du lourd, là. Et le look de couleur qui est quand même très bien. Très, Avec très son bien. casque. Et son t-shirt Michael Jackson Ouais. dans un petit short Il est- très saillant. Il est magnifique. Il a rien à voir avec les autres, je tiens à dire. Rien. Mais tu sais quoi? Je l'ai pas du tout autant photographié que j'aurais dû, même si j'ai quelques belles photos de lui. Parce que pour moi, c'était un adulte. Ouais. Il avait pas le look. Il Mhm. était, tu vois, c'était le papa de l'histoire, mais fini. Ok. Ouais. Et Toi, donc- tu le sentais dépassé dans le style. Ouais. Bah oui. Et donc, oui, j'aurais dû plus le photographier, mais pour moi, il faisait pas vraiment partie. Il avait été au démarrage et c'est tout. C'est une erreur. Ouais, bah, c'est clair. Et j'adore, moi, toujours ces photos où, tu vois, les gens posent, regarde, même Ouais. cette personne est derrière, elle pose, et il y a toujours quelqu'un qui en a rien à foutre. Ouais. Allez hop, je vis ma vie. S'occupe de sa boisson et c'est tout. Ouais. J'adore c'est tout. ça. Moi aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on est devant Green Street Studios dans le bas de Manhattan, Mhm. où Bambaataa a enregistré énormément de disques. Et ce jour-là, on est avec B-Side, que tu as vu tout à Voilà. l'heure. Lui, j'ai un trou sur son nom, pardon, Ahmad Anderson, Mhm. qui est le cofondateur de la Nation Zoulou Ok. avec Bambaataa, Mhm. et qui est également membre de Shango, un des groupes de Bambaataa, Ok. et Motivator, qui était aussi dans la même bande. En tout cas, les coiffures afro sont maîtrisées. N'est-ce pas? J'aime beaucoup. Oh, j'adore, avec les grands favoris, ils Ouais, sont trop ouais. bien, trop bien. J'adore. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, c'est DST dans sa chambre. Ah, Donc, là, DST, il je y a t'ai dit home tout à studio un l'heure. peu, hein, quand même. Hein? Oui, il habitait chez sa maman. Mhm. Et là, c'est son petit lit. Et tout le reste était transformé en studio Ouais. d'enregistrement. Là, tu vois là-haut qu'il y a la série complète des disques de celluloïd. Mhm. Et puis son disque à lui, Crazy Cuts. Et qu'est-ce que je peux te montrer d'autre sur cette photo-là? Là, on voit moins bien, mais il y a plein de posters de Yellow Magic Orchestra. Mhm. Et il en était dingue. Là, il y a les Commodores, machin. Et DST, il dit tout le temps, de toute façon, les disques qu'on a utilisés pour faire le hip-hop, c'était les Ouais. disques de nos parents. Bien sûr. Bien sûr. Ici, on Ici. est avec Fable, qui était à la fois membre de Rocksteady Crew et des Magnificent Force. Et là, On a quand même une fille qui porte sur moi un un petit legging, sloogie. mais on a Bien l'impression sexy. on a l'impression qu'elle est nue. Ouais, on voit bien ses C'est fesses. incroyable. Et on adore. Voilà. Mais regarde, sur le fond, là, tu Ouais. vois cette toile avec des de tags de tags, tout le ouais. monde. Eh ben, c'est le tout début du Roxy. Parce que comme c'était un, comment ça s'appelle, roller skating, machin, Ouais. c'était très grand. Et Blue, qui est la femme qui a initié ces soirées, tu vois, il n'y avait pas de quoi remplir un endroit aussi grand. Donc, elle avait fait faire une toile pour réduire l'espace. Que Futura avait commencé. Donc, la plupart des trucs du début, tu vois, c'est l'écriture de Futura qui a écrit Africa Africa Islam, Fish and Booski. Tu vois, c'est pour, Crazy Legs. c'est pour ça que juste avant, je te demandais quel était le lien entre Africa Islam et Africa Bambaataa. Tu vois, elle a marqué Son of Bambaataa, Ouais. Africa Islam. Exact. Et j'ai C'était toujours ce qu'il entendu disait. ça et Il a je me toujours dit demandais ça. si c'était vrai. Non, non. Mais c'est pas Non, possible c'est vu une leur âge. figure. Non. Moi qui l'ai eu à 5 ans. Non, Ouais. c'était parce qu'il avait choisi Ok. Africa comme Voilà. lui. Ok. Mais voilà. Et donc, pendant un bon moment, la salle était très réduite par ce drap. Et donc, ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu foule. Mais c'est quand même fou que c'est une toile de Futura 2000.
Ouais, Ça veut dire on est à New York. ouais. Et moi, Futura 2000, la première fois que j'entends parler de lui, c'est à Paris. Bah oui. Ce lien qu'il y avait déjà entre New York et Paris, on est dans les années 80, c'est complètement dingue. Il y avait ça entre New York et d'autres villes d'Europe? Non, alors c'est toujours, on en revient toujours à la tournée Paris City, Paris, Rap City Tour, ou je sais plus comment ça s'appelle, New York New York City City Rap. Rap. Alors, dans le cas de Futura, en plus, Europe 1 était partenaire de la tournée, Mhm. avec Alain Manval qui a fait le fameux Mégahertz, mais aussi Manval travaillait avec une fille qui travaillait à la station qui s'appelait Sissi, Ok. qui est la sœur de Uncle et qui ressemblait à Brigitte Bardot, une espèce de bombe atomique. Ok. Futura est tombée amoureuse d'elle. Mhm. Elle est repartie à New York, habiter avec lui et faire des enfants. Ok. Mais ça a fait partie aussi du pont aérien, c'est-à-dire Entre que, Paris et tu vois, New York. entre Freeze, qui avait une partie de sa famille ici, qui avait grandi ici quand il était petit, tout ça, il y a eu un truc qui s'est passé entre la France et les États-Unis qui n'a pas eu lieu ailleurs Ok. et qui est, à mon avis, une des raisons aussi pour lesquelles le rap français aujourd'hui Voilà. est ce Et qu'il là, est. ouais. C'est ce que je me Parce que disais, quand même. plus tard, par exemple, Solo fait des voyages à New York, grâce à notre pont aérien, il peut aller traîner avec Freeze, il Ils se peut aller retrouvent sur traîner des avec... disques Tu vois, qui sortent là-bas. voilà, C'est fou quand même. tous ces gens avec lesquels moi j'ai vécu, eh ben, des gens comme Solo peuvent tout d'un coup aller sonner à leur porte, ils sont bien Voilà. accueillis. Qu'est-ce qu'on Lisa a Lee. dit Alors Lisa Lee, c'est une des rares rappeuses de l'époque, parce Mhm. qu'il y avait malheureusement très peu de femmes. Mhm. Elle a travaillé avec Bambata. Ok. Et sinon, il y avait The Sequence avec Sharrock. Non, Sharrock, elle n'était pas dans The Sequence, je dis des conneries. Mais il y a eu Sharrock avec Funky Four plus Mhm. One More. Elle Ouais. était le plus one. Il y a eu The Sequence avec NGB après, qui est devenue une chanteuse de R&B. Et puis, il y avait Lisa Lee. Tu vois, ça faisait pas beaucoup. Ok, effectivement. Ouais. Elle est très jolie. Ouais, et elle rappe très bien, surtout. J'aime beaucoup. Alors là, Là, on a Face qu'est-ce qu'il Two. regarde, ce monsieur? Il est au Roxy et il est perdu dans, je ne sais pas ce qu'il regarde, j'espère le cul de la fille qu'on a vue tout à l'heure, je Ah, sais il a pas. l'air d'être haut, le cul, quand même. Ouais, peut-être. Elle monte les escaliers, on va Mais il dire. a l'air d'être haut lui aussi, Ouais, mais peut-être qu'elle monte des escaliers. peut-être. Voilà, Ça doit être ça. très bien. Et lui là, alors je t'ai parlé tout à l'heure de la petite séquence que j'ai fait avec Futura qui part de son studio à On est Brooklyn. d'accord que là, c'est Europe 1 qui a marqué. On est d'accord qu'il est rentré de Paris. Il y a des trucs européens partout. Il y a Ok. là dans le coin, mais regarde, Vivez en Europe 1 est écrit là aussi. Et là, il est Et à là, New York, là. Là, c'est à Brooklyn, son studio pour travailler. C'est fou. Et il est amoureux, donc il y a du Europe 1 partout pour C'est fou. voilà, rester avec elle. Mhm. Ici, on est avec le Rocksteady Crew. Rocket Killer. Non. Je rigole, il lui ressemble, je Ah trouve. oui, mais c'est Crazy Legs. C'est Crazy Legs des Rocksteady Ouais. Crew. Ouais. Et là, c'était le tournage de leur deuxième chanson. Je sais pas si tu te souviens le clip de Moi, Up j'aurais, Rock. hey, you, the Rocksteady Rocksteady Crew. Crew. C'était sur ce tournage-là? Ça, c'est celui d'après. Ok, incroyable. C'est Ah, celui d'après. Celui d'après qui s'appelait Up Rock. Ok. Et puis ça, c'est le graffiti artiste Dondi sur le toit de sa maison à Queens, dans le Queens, je crois, si ma mémoire est bonne. Ok. Incroyable d'avoir été témoin de tout ça. Ouais, et bien bon. Ouais. Très très bon. Mais c'est pas que d'avoir été témoin, en fait, c'est d'avoir et d'avoir aidé à diffuser la culture, mais Ouais. c'est aussi de continuer à voir aujourd'hui à quel point même les personnes qui auraient eu le plus envie de résister à cette culture n'ont pas pu. Ça a changé la Pas vie le des choix, gens. ça, ouais. C'était trop Le gros. rapport à soi-même, le Uh-huh. rapport aux marques, aux fringues, aux machins. Voilà, t'aimes ou t'aimes pas, c'est là, prends-le dans la face. C'est clair. En tout cas, merci à toi Merci à toi, pour ce témoignage. Merci à toi d'avoir interviewé les NW à Venice Beach. de rien. Merci à toi d'avoir été une fille bien qui ne dit pas we wanna fuck you too. et merci à toi pour tout ce que tu as fait, toutes ces photos. Merci à toi d'avoir travaillé en maison de disque, même si j'ai pas pu obtenir mon rendez-vous. C'est ta faute, t'avais qu'à m'appeler. Non, mais le destin m'a emmené vers Polydor. Toi, t'étais chez Barclay, non? À l'époque, un petit label qui s'appelait Remarque. Et Remarque, après, là où il y a eu Assassin. là où il y a eu Assassin. Et après, avec la Clica chez Barclay. Ouais. Ouais, voilà. C'était l'époque Barclay quand Mehdi me passe son Ah oui. numéro. Voilà.
Mais j'étais juste à côté, hein. J'étais chez Polydor. Ça va. Voilà. En tout cas, merci pour Merci tout. à C'était toi. super et j'ai passé un bon moment. J'ai appris plein de choses et merci pour You MTV Rap surtout. Avec joie, avec joie. Merci. Figure-toi que j'en ai beaucoup plus profité que toi. ouais, pas sûr. Ah bah, je les ai tous eus chez moi. Toi, tu les as eus dans ton téléviseur. Mais Moi, j'ai eu j'en tout ai le vraiment monde profité en parce chair et en que os. j'en ai vraiment beaucoup profité parce qu'ils ont fait ma culture et qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Donc, Bah, merci pour tout. Figure-toi que moi aussi, je suis encore là aujourd'hui Voilà. grâce à Bon, eux. c'est bon, Merci, t'as merci, gagné merci, le battle, merci. c'est toi la meilleure. Non, j'ai rien gagné du tout. On a gagné ensemble. Il n'y a pas de problème. Merci. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.